commencer par la question qui va commencer à être traditionnelle un petit peu, mais présentez-vous rapidement sur justement vos boîtes et tailles de boîtes. Je commence. Bonjour à tous, Pierre Levalet, je suis Head of Sales France et Global Account Manager chez Greenly. Greenly, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la stratégie climat et ESG. Donc on accompagne via un SaaS et en même temps de l'accompagnement. Je suis rentré chez Greenly il y a plus de 3 ans. On était 10, j'étais le deuxième account exécutif et là on est 200. Je gère une équipe à peu près de 45 personnes entre les SDR qui sont l'acquisition, les accounts exécutifs, les account managers qui sur la partie rétention, il y a des gros sujets dessus, et la partie sales ops. Et auparavant chez Greenly, j'étais 3 ans et demi chez Doctolib en gestion de grands comptes. Voilà. Tu veux te représenter? Non. A priori, on voit. Moi, je m'appelle François Platard, je dirige le programme HubSpot for Startups en France depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et avant ça, je m'occupais de ce programme en Angleterre. J'adore ce programme parce que ça permet de voir des startups qui grandissent. Il y a nos amis de Penny Lane, Greenly, Electra qui sont passés par notre programme. Donc, c'est super de voir ça. Pour ceux qui connaissent pas HubSpot, on est la plateforme CRM qui aide les entreprises à mieux grandir. On a été fondé en 2006. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 8 000 employés et 228 000 clients. Petite boîte, quoi. Petite boîte. Tu lui mets la pression. Et du coup, pour introduire un peu les choses, Pierre, selon toi, du coup, c'est quoi, pour parler de stratégie, justement, une stratégie très claire, facilement explicable et qu'on peut facilement communiquer? C'est assez large, mais pour moi, le pilier entre la partie stratégie sales et marketing, c'est vraiment d'identifier son marché adressable. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est vraiment d'identifier son marché adressable. J'entends par là, du coup, l'ICP, ce qui va permettre effectivement de diriger les efforts à la fois des commerciaux et du marketing pour aider du coup les commerciaux, que ce soit SDR ou account exécutif, à aller identifier exactement son ICP. Ça peut être du coup le secteur d'activité, la typologie de compte, la taille, les typologies d'offres qui vont permettre d'y répondre. Donc ça, c'est sur la partie marché adressable et donc identification de où est-ce que je dois positionner les efforts marketing et juste sales. Préciser ICP peut-être pour ceux qui savent. Pardon. Ideal Customer Profile. Donc en gros, c'est clairement les entreprises, les boîtes qu'on veut qu'on veut aller chercher et closer. Donc ça, c'est sur la partie identification du marché adressable. Et après, il y a pas mal de choses. C'est la coordination entre toutes les équipes. Essentiellement, je pense, essentiellement pour ma partie, mais sales, marketing et produit, parce que pour le coup, on a un SaaS, donc vraiment la partie produit, si on la met de côté, ça marchera jamais. Afin de faire remonter les besoins du coup du terrain et de comprendre ce qui marche dans les features et ce qui ne marche pas. Et après, il y a plein d'autres choses, mais effectivement, la coordination, l'identification de KPI de performance. Donc en fait, une fois qu'on a identifié son ICP, donc ces typologies de comptes qu'on veut adresser, c'est d'aller définir en fait des OKR, un nombre de leads, le taux de conversion qu'on veut avoir, et en fait tout ça c'est de l'analytics. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais en fait si on arrive dès le début à comprendre et mettre des KPI de performance dessus, ça vous permettra effectivement de savoir si la stratégie est bonne ou s'il faut la revoir, et pour aller du coup plus vite et éviter de perdre 1 an sur on a targeté les mauvaises typologies de verticales, de comptes, et ça c'est des choses on l'a appris nous-mêmes. En passant, on était une petite boîte, on avait targeté plutôt des petites entreprises, et le switch pour passer sur du mid-market ou de l'entreprise, il est assez complexe si effectivement on n'a pas pris le temps d'analyser ce qui marchait pas, et quel vertical va nous permettre, ou quel secteur d'activité va nous permettre effectivement d'attaquer le marché avec crédibilité. François, du coup, Platard, du coup, revient forcément la question fatidique de décrire ce que c'est un petit peu le inbound, le outbound et le allbound que vous avez inventé, je crois. Alors, pas tous ces termes, mais le inbound, oui. Donc, je pense que c'est super important de bien redéfinir les choses pour être sûr qu'on soit aligné et qu'on parle de la même chose. Donc, inbound marketing, c'est un terme qu'HubSpot a inventé en 2006. En fait, c'est une méthodologie qui consiste à attirer des nouveaux prospects vers son site de façon naturelle et non intrusive. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Tout va partir d'une stratégie de persona. Donc qu'est-ce qu'un persona? C'est un peu comme ce que disait Pierre, c'est un ICP. Donc un persona, c'est une représentation semi-fictionnelle de votre acheteur type. Si je prends nos amis de Penny Lane, vous vendez à des DAF ou à des comptables, mais il faut être un petit peu plus pratique que ça. Je vais vendre un DAF d'une TPE-PME, un DAF d'une startup, un DAF d'une ONG. La façon dont on vend à ces différents DAF va être
assez différentes. Et donc, dans ma stratégie inbound, je vais créer du contenu, je vais avoir une stratégie SEO, une stratégie SEA, une stratégie ads, une stratégie réseaux sociaux qui vont être différents pour justement attirer ces gens de manière naturelle et non intrusive pour moi. Pourquoi est-ce que c'est super important? Parce qu'aujourd'hui, entre 97 et 98%, ouais, 97 et 98%, ce qui est énorme, des gens qui viennent sur votre site ne sont pas là pour acheter. Ils sont juste là pour se renseigner, pour avoir des informations, pour s'éduquer. Et donc, si vous les capturez pas, vous perdez énormément de clients ou de prospects potentiels. Donc, c'est en ça que l'inbound vous permet justement d'attirer ces gens vers vous, de les convertir et les réchauffer tout au long de leur parcours client. L'outbound, c'est vraiment diamétralement opposé. Donc, outbound, ça va être toutes les actions proactives que moi je vais faire pour aller chercher des nouveaux clients. Donc Aubin en parlait, qu'est-ce qu'ils font chez Penny Lane? Ils vont faire beaucoup de cold calling, donc j'appelle des gens, du cold emailing, j'ai peut-être scrappé LinkedIn, récupérer plein d'adresses mail et les emailer derrière. Ça peut être la distribution de flyers, ça peut être mettre des pubs dans la rue externe. Donc c'est toutes les actions proactif que moi je vais faire justement pour aller chercher des nouveaux clients vers moi. Et depuis quelques années, on entend de plus en plus le mot outbound. Donc outbound, ça va être, je vais prendre le meilleur des deux, le meilleur de l'inbound, le meilleur de l'outbound, parce que j'ai besoin des deux et de ces deux différents leviers pour justement m'aider à obtenir mes résultats de croissance. Et du coup, c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous faites du coup chez Greenly ou chez Penny Lane un petit peu cette stratégie in ou out ou all d'ailleurs. Je vais le mettre là. Voilà, ça m'intéresse. Ouais, nous effectivement, on a aussi une stratégie donc inbound, outbound. Pour le coup, sur le marché français, l'inbound, l'outbound représente 50%, donc l'inbound aussi, du coup, mais 50% de nos leads. Moi, j'ai une grosse stratégie sur l'outbound et j'ai à cœur l'outbound parce que du coup, je gère une dizaine de personnes, une dizaine de SDR qui eux vont aller chercher du coup de l'outbound. On a également 2 personnes en inbound. C'est plus simple à traiter. Les efforts côté outbound, Camille en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu compliqué. Ça peut être un métier ingrat avec la partie call. Mais typiquement, nous, 70% de nos SQL outbound, donc en fait des leads qu'on a qualifiés, sont faits par le call. Et ça, pour le coup, il y a besoin de formation. Mais en fait, l'importance pour moi de l'outbound, c'est que c'est le moyen. Tout à l'heure, je parlais de marché adressable. C'est le moyen et le vivier pour moi le plus scalable en termes de target, d'aller chercher du coup son marché adressable. À partir du moment où j'ai identifié, et voici ma stratégie. Typiquement, là, on est sur la stratégie 2025. C'est ma stratégie d'aller chercher telle typologie de compte sur tel secteur. Et maintenant, dans ces cas-là, l'inbound, bien évidemment, est là pour nous aider, le marketing aussi, mais on sait jamais à quel moment ça va vraiment marcher et quels sont les KPI qu'on peut attendre dessus. Par contre, l'outbound, il y a des KPI très clairs, c'est de ramener tant de SQL par SDR sur telle typologie de compte. Donc, c'est des choses qu'on va aller scorer. Je pense que Penny Lane fait pareil, Electra aussi, c'est qu'on va appliquer des scorings pour se dire est-ce que ça c'est qualifié ou non. C'est qualifié en fonction de la stratégie, de l'ICP que j'ai définie. Et les avantages du coup, c'est effectivement de pouvoir aller directement adresser tout son marché. Et donc là, pour le coup, on peut aller beaucoup plus fort parce qu'on peut scraper énormément de comptes. Mais l'idée, c'est de le faire de façon intelligente parce que si j'envoie 3000 comptes à un SDR, il va le faire de façon massive et non qualitative. Mais pour moi, c'est effectivement un moyen d'aller chercher directement l'ICP qu'on veut. Et en fonction de ça, si on est assez malin, l'ICP fait que on le met sur des boîtes qui ont une forte rétention. Donc nous, on a des gros sujets typiquement avec la partie account manager. C'est comment s'assurer que toutes les boîtes qu'on va targeter, sur lesquelles on va aller mettre de l'effort, permettent d'assurer de la rétention, parce qu'on est un business SaaS. Donc en fait, tous les ans, effectivement, voilà, qu'on évite les opportunistes, comme ça qu'on les appelle, et qu'on aille plutôt sur des clients qui sont engagés, qui vont nous amener du revenu sur le long terme. Et du coup, effectivement, dans ces cas-là, le panier moyen est plus fort. Moi, typiquement, le panier moyen sur la outbound, il est 2,5 fois plus fort que l'inbound. C'est via l'effort du coup de l'ICP et d'aller chercher, scorer tous les leads. Par contre, les inconvénients, c'est le time to close. Bon, ça met beaucoup plus de temps parce que on est sur des leads qui sont pas forcément, ils avaient pas forcément envie de nous parler à la base. Ils avaient pas forcément le besoin. Donc l'idée, c'est effectivement de les faire passer en qualification et en démonstration quand il y a vraiment un timing, un besoin. Et là, pour le coup, l'inbound, c'est plus simple parce qu'une personne qui passe sur le site, ça s'intéresse déjà au sujet, versus une personne qu'on appelle et qu'on arrive à convaincre. Il y a besoin de convaincre aussi en interne, et donc le time to close est plus long. Typiquement, c'est 2 fois plus long chez nous. Du coup, la petite question pour en parler un peu plus de in ou out, mais c'est la question du MQL ou SQL. Peut-être que tu peux en parler un petit peu, toi, François. Ouais, juste pour revenir un tout petit peu, je veux juste préciser quelque chose sur l'inbound outbound pour des entrepreneurs qui sont plutôt en phase de seed, série A, pour avoir un truc qui est assez actionnable.
Quelque chose que je fais beaucoup, c'est il y a une adéquation entre le prix de votre produit et le canal d'acquisition que vous allez utiliser. Les coûts sur de l'inbound ou de l'outbound sont pas les mêmes. Vous avez beaucoup plus de personnes, vous devez passer plus de calls, et donc c'est très important si vous avez un produit à peut-être 100 euros de MRR ou en tout cas une idée de moins de 1000 euros par an, je vous déconseille l'outbound parce que vous n'allez pas vous y retrouver financièrement. Quand bien même ça vous permet d'être hyper précis et c'est très très scalable. En règle générale, on essaye d'avoir un canal d'acquisition qui va beaucoup dépendre de ce qu'on appelle le CAC, donc votre coût d'acquisition. Et surtout, et ce qui est pour moi la métrique la plus importante à regarder, c'est la CAC Payback période. Donc c'est qu'au bout de combien de temps est-ce que vous remboursez l'investissement que vous avez fait pour avoir un lead. Et au tout début, quand on cherche un peu le product market fit, on va avoir tendance à essayer énormément de canaux d'acquisition pour pouvoir essayer énormément de messages. Et je pense que c'est hyper important de toujours garder en tête. On a vu beaucoup d'entreprises dans la French Tech récemment qui ont fait énormément d'outbound sur des paniers moyens qui étaient pas du tout assez élevés, avec des cashback périodes qui allaient jusqu'à 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, dans un monde où l'investissement se fait un peu plus rare, vous n'allez pas avoir des valorisations énormes, vous n'allez pas être sous perfusion de cash comme vous avez pu l'être par le passé. C'est très important de dès le début réfléchir à quel est votre canal d'acquisition qui va être scalable pour votre entreprise et pour votre produit. Donc voilà, c'était juste un petit point. Et pour le coup, je suis d'accord parce que nous, on a fait les erreurs au tout début d'ouvrir les vannes sur la outbound et effectivement, à un moment donné, quelle est la rentabilité du lead en outbound et en inbound. Pour le coup, avec tous les efforts qu'on a pu mettre en place, l'outbound est beaucoup plus rentable pour nous, mais c'est un travail de 3 ans. Et d'ailleurs, on le voit dans toutes les entreprises qui font les deux. Le seul moyen que ça marche, c'est d'avoir des paniers moyens nettement supérieurs sur l'outbound par rapport à l'inbound. Mais c'est dû au fait que vous pouvez choisir exactement à qui est-ce que vous allez appeler, quelle est la taille de l'entreprise, et définir en amont à peu près le panier moyen que vous allez avoir. Donc voilà, c'était le. Non, mais je pense que c'est très bien de préciser. C'était important pour moi de préciser ça. MQL, SQL. MQL, SQL, la vérité, c'est que ça dépend énormément des boîtes. Y a peut-être pas préciser ce que c'est. pardon. Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead. Si on veut essayer de simplifier un petit peu, un MQL, c'est ce que le marketing pense être un bon lead pour les sales. Et le SQL, c'est ce que les sales pensent vraiment être un bon lead. Et du coup, c'est important. On parlait juste avant de l'alignement marketing-sales. Typiquement, je pense que c'est une très bonne métrique à regarder sur quel est l'alignement entre les sales et le marketing. C'est combien des MQL passent en SQL. Vous devriez avoir des taux très élevés et si c'est le cas, ça veut dire que vos équipes market et sales parlent beaucoup ensemble et c'est très bien. Je pense que c'est toujours important de se poser la question quand on regarde des métriques de qu'est-ce qu'elles veulent dire dans la réalité. C'est quoi concrètement l'output de tout ça. Et souvent, en tout cas moi c'est ma philosophie, faut peut-être mieux envoyer moins de MQL et avoir un très beau ratio MQL-SQL que couvrir les vannes et tout balancer aux sales. Ça veut dire que derrière il y a un manque de focus de la part des sales. C'est de la perte de temps et la perte de temps c'est de la perte d'argent. Et surtout quand on est au début, on peut pas trop se permettre de s'éparpiller. Plus on est focus, mieux c'est. Donc voilà, c'est un peu le retour que je ferai là-dessus. Et juste pour donner une idée, un MQL, typiquement, si je télécharge une ressource, chez nous, c'est compté comme un MQL, mais c'est typiquement le marketing qui a fourni cette ressource, qui du coup, un prospect est allé le télécharger cette ressource, et dans ces cas-là, c'est un MQL. Et effectivement, nous, on regarde beaucoup le taux de conversion là-dessus. Il peut souvent y avoir, typiquement, nous, des étudiants qui vont aller télécharger ces ressources-là, et du coup, ça pollue un peu. Mais c'est le jeu, quoi. Donc, typiquement sur ça, ça me fait rigoler. J'ai exactement ce sujet en ce moment. Et là, on touche à tout ce qui touche, tout ce qui est au scoring. Typiquement, on n'envoie pas tout chez les commerciaux. L'idée, c'est qui télécharge une de nos ressources. Est-ce qu'il est déjà venu sur notre site internet? Est-ce qu'il a déjà fait une demande par le passé? Quel est le nombre de ressources qu'il a déjà téléchargées? Quel est son job title? Aujourd'hui, avec de l'IA, vous pouvez hyper rapidement aller taguer des choses, faire de l'enrichissement, faire du scoring. Et donc ça, c'est hyper important nous, au market, on essaie de pas tout envoyer aux sales et justement de se poser la question de qu'est-ce qui est intéressant pour un sales, qu'est-ce qui ne l'est pas. et juste pour rebondir sur ça, mais
François voulait, ouais. Non, j'allais rebondir dessus sur le scoring. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est le scoring, c'est que vous allez attribuer des points selon des critères que vous allez définir. Par exemple, quelqu'un a une adresse @caramel.com, vous allez lui enlever 30 points, mais si c'est un CEO d'une boîte, en 5 ans là. etc. Bref, donc c'est super important de bien réfléchir à votre scoring parce que vous voulez pas précipiter le passage du MQL au SQL. Le MQL, c'est votre équipe marketing qui met beaucoup de temps à générer ses leads et ces gens sont en train de s'éduquer sur votre produit, ils apprennent des choses, ils ont un petit intérêt, mais pas trop fort. Et si vous les précipitez au SQL, donc vous les passez tout de suite vers les équipes sales qui vont pitcher, commencer à leur vendre, ils vont un peu se braquer, ils comprennent pas pourquoi on les appelle et vous allez vraiment perdre cette confiance que l'équipe marketing, sur laquelle l'équipe marketing a beaucoup travaillé. C'est un peu l'exemple de, vous allez à un date. C'est très rare qu'à un premier rendez-vous, vous allez demander la personne en mariage. Ça peut marcher, mais dans la plupart des cas, la personne va prendre son sac et partir en courant. C'est un peu la même chose avec votre marketing. Au début, quand il y a des premiers téléchargements de contenu, et encore une fois, c'est Pierre qui avait dit, il n'y a pas de règle magique. C'est un peu chaque entreprise qui va définir quels vont être les critères pour un MQL et un SQL. Mais ne précipitez pas la bascule entre un MQL et un SQL parce que très souvent, ça peut être détriment à votre détriment. Justement, tu fais une bonne transition justement sur ce passage de relais un petit peu dont on évoquait quand on a un petit peu préparé la table ronde. Pour toi, c'est quoi le meilleur moyen de travailler en équipe sales et marketing en fait stratégiquement, j'entends. Stratégiquement, alors ça, je pourrais en parler des heures parce que c'est quelque chose qui j'ai travaillé des deux côtés de la barrière, donc j'ai une bonne compréhension des choses, je pense. Je pense qu'il y a 4 choses. Le premier, c'est vraiment d'être aligné sur un but en commun. C'est un peu le cliché, même si c'est vrai que c'est toujours un peu la guéguerre entre le sales et le marketing. Les sales trouvent qu'il n'y a pas assez de leads. Les marketeurs pensent que les sales travaillent pas les leads. Donc, c'est toujours un petit peu la guéguerre. Mais vraiment dépasser l'objectif de son équipe et se mettre au-dessus, se dire, voilà, quel est l'objectif de ma boîte cette année? J'ai des objectifs ambitieux. Et comment est-ce que je vais aider mon équipe sales à atteindre ces objectifs? Donc, vraiment, ne pas travailler dans son coin. L'équipe sales fait ça, l'équipe marketing fait ça. Je trouve ça génial d'ailleurs ce qu'a fait Penny de rapprocher avec les bureaux. D'un point de vue théorique, voilà, de se dire je suis là pour le marketing à aider les sales à atteindre cet objectif. Deuxième chose que je dirais, mettre en place un SLA, donc un Service Level Agreement, entre les équipes sales et marketing. Donc qu'est-ce qu'un SLA? Ça va juste être un accord tacite entre les deux parties pour se dire voilà, nous on s'engage à faire X et vous vous engagez à faire Y. Par exemple, l'équipe sales va s'engager auprès de l'équipe marketing à traiter les leads en 24-48 heures maximum parce que au-delà des 48 heures, on sait que quelqu'un qui a rempli un formulaire, si vous le recontactez, il a sans doute oublié pourquoi il a rempli le formulaire. Je dirais même au bout de 12-24 heures. Mais voilà, que l'équipe sales ait sa responsabilité envers l'équipe envers l'équipe marketing. Et pareil pour l'équipe marketing avec l'équipe sales, ça peut être quelque chose comme voilà, nous on a besoin d'avoir X % de croissance cette année, ça va passer par Y nouveaux clients, et pour avoir Y nouveaux clients, sachant que je close un lead sur 3, j'ai besoin de Z nouveaux leads. Donc il faut aussi s'engager sur la quantité et la qualité de leads. Le fait aussi, je dirais, deux autres choses, le fait d'avoir une bonne communication entre les équipes, ça peut être, comme ce qu'Electra disait, être présent et d'avoir une fois par trimestre les équipes marketing qui vont présenter, voilà ce qu'on a fait, les actions, les KPIs, les leads qu'on a eu. Ça peut aussi donner accès, si on a un CRM à partager pour voir ce que fait les équipes marketing et ce que fait les équipes sales. Et enfin, je dirais un feedback loop, que les équipes sales puissent redonner du feedback aux équipes marketing, c'est super important. Est-ce que c'est des leads de bonne qualité ou est-ce que c'est un prospect à qui on parlait déjà, qui a téléchargé un livre blanc, c'est pas vraiment un lead, mais pourquoi vous nous donnez un lead comme ça? Les sales sont aussi confrontés à la réalité terrain, donc juste le fait que les sales puissent de manière, on peut le faire automatiser, mais si vous êtes au tout début, peut-être de façon un petit peu manuelle, donner du feedback, c'est super important. Je t'ai interrompu, tu voulais. Non, mais je voulais rebondir exactement notamment sur la notion de SLA, que je pense être hyper importante et qui est toujours hyper vague. Enfin, en tout cas, le retour que j'ai, c'est que les gens trouvent ça assez vague. Donc, essayez de vous donner concrètement des SLA que j'ai pu mettre en place dans des boîtes early stage. Alors, moi, je crois que je suis un peu plus énervé sur le temps de call. Je demande à mes commerciaux de rappeler dans la demi-heure ou dans l'heure max. La vérité, c'est que on se rend compte qu'un lead qui est rappelé dans les 10 minutes, donc ça c'est déjà été dans une boîte où 95% des leads étaient rappelés dans les 10 minutes et la différence elle est énorme.
On parle de 3, enfin c'est 3 fois plus de chances de closing si on rappelle dans les 10 minutes que dans les 24 heures. Et je pense que en inbound, la chose la plus importante, c'est le time to call. Bon, ça c'est ma petite maraude perso, mais quand même, j'ai quand même pas mal de data pour backup ce sujet-là. Mais sinon sur la qualité du lead, parce que pour moi c'est ça qui est hyper important. Donc moi je demande un certain nombre de calls par lead, un certain nombre d'emails par lead, un certain nombre de touches sur LinkedIn par lead à mes commerciaux. Et je considère que s'ils l'ont pas eu après tout ça, c'est le game et pas de problème. En contrepartie, je demande à mes commerciaux de définir par la data qu'est-ce qu'un bon lead. Donc un bon lead, c'est tel job title, c'est telle taille d'entreprise, c'est telle industrie. Et ça peut pas, on peut pas débattre sur qu'est-ce qu'un bon lead, qu'est-ce qu'un mauvais lead. Un bon lead, ça doit être basé sur de la data. Et je pense qu'aujourd'hui, avec juste si vous prenez LinkedIn par exemple, ça vous permet quand même à la louche de décider ça. Et au même titre que dans ces catégories de data, vous allez avoir des leads qui sont pas hyper quali. Et ben ça aussi, ça fait partie du jeu. Au même titre que quand on appelle quelqu'un, et ben parfois il répond pas. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre d'accord dès le début et le plus tôt possible avec les sales sur des points actionnables de qu'est-ce qu'un bon lead, qu'est-ce qu'un mauvais lead. Je rebondis rapidement sur la question du scoring justement dont on parlait tout à l'heure. Pour le coup, HubSpot le fait très bien en termes d'outils justement. On pouvait vraiment faire du scoring de manière assez intelligente et assez fine en se mettant d'accord avec justement toutes les équipes en interne, bien définir quels sont les champs ou les critères qui vont faire qu'un lead va être bien scoré ou pas, quoi. Et je pense que tu peux en témoigner parce que tu implémentes des solutions. C'est pas une recette magique. Voilà, on a une boîte B2B qui vend logiciel de compta, mon lead scoring va ressembler à X. C'est vraiment un travail, un échange entre les équipes sales, marketing, pour vraiment définir quels vont être les critères positifs et négatifs. J'ai des clients dans le BTP, le scoring va être complètement différent d'une boîte dans l'aviation par exemple, donc ça va être extrêmement particulier à chaque fois à mettre en place. Justement, selon toi, Pierre, quelles sont vraiment les meilleures pratiques pour aligner justement les équipes marketing et commerciales pour mettre en place cette stratégie justement, pour communiquer la stratégie, disons, plus précisément? Pour moi, il y a plusieurs points. La première chose, c'est d'aligner les objectifs en termes de Docker, de KPI, et ça du coup de se mettre d'accord, parce que souvent, et on en a fait l'erreur aussi, c'est que marketing et sales sont vraiment séparés, chacun tape sur l'autre en disant que c'est pas bien. Mais l'idée, c'est effectivement de s'aligner. Donc là, typiquement, ce qu'on fait les BP sur les prochaines années, de dire ok, le marketing peut nous aider à quelle hauteur, de quelle façon, et qu'est-ce qu'on attend en termes de KPI pour qu'on s'aligne sur les objectifs, et comme ça, il n'y a pas de problème dans 2-3 mois. Mais après, du coup, il y a des choses très concrètes, c'est que nous, typiquement, on fait des quarterly pour avoir toute la strat sur les prochains quarters. Déjà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur le quarter en cours. Donc là, typiquement, fin Q3, et donc, comment le marketing va nous aider sur Q4, Q1, etc. Donc ça, il y a des réunions quarterly qui durent un peu plus de temps sur, voilà, les besoins, les remontées terrain, et ce qu'a prévu la roadmap marketing pour, du coup, pallier à ça. Il y a des points, du coup, moi, tous les lundis matins, on a le fameux weekly sales, où là, effectivement, il y a une semaine sur deux, c'est avec tous les sales, et une autre, c'est top management, notamment avec le CMO. Et là, c'est effectivement de comprendre et peut-être mieux orienter la roadmap. Et c'est surtout une histoire tu parlais de Mojo, on a également Mojo, c'est indispensable comme outil. Et pour le coup, c'est vraiment d'être proche du terrain. Donc c'est que du coup, côté marketing, ça puisse du coup écouter des calls, c'est qu'on puisse centraliser dans on a des bibliothèques de calls. Et l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a un sujet sur la compréhension à la fois des besoins et du coup de communication pour rassurer, pour donner des case studies, pour effectivement permettre effectivement de valoriser ce qu'on peut avoir. Là, l'idée, c'est que le marketing nous écoute, mais surtout en fait écoute les prospects. Et pour le coup, il n'y a rien de mieux qu'un outil comme Mojo où en fait c'est pas juste moi avec ma lubie du jour, mais c'est pour le coup c'est le prospect quoi. Et vous disiez justement collectivement, spoiler alert, mais une stratégie sur Notion, ça ne marche pas. Ouais, non, Notion, bon, ça peut marcher, mais alors chez nous, pas du tout. Et juste sur les call Mojo, un truc pour incentiver vos équipes marketing, c'est le meilleur moyen de faire des titres et de faire des sites internet, c'est comme d'écouter les prospects. Enfin, moi, j'ai des techniques vraiment très bêtes et méchantes. Je note les mots qu'ils utilisent pour décrire mon produit, et puis après, je le remets sur mon site internet. En général, ça marche plutôt bien. Et justement, pour redonner un peu d'éléments justement à l'audience, quels seraient selon vous les do et don'ts qu'il faudrait peut-être un peu garder en tête pour partir avec un peu plus de concret peut-être? Je peux commencer, mais globalement, sur les 12, c'est un peu tout ce qu'on a dit, mais c'est vraiment d'aligner les KPI, de connaître son ICP,
de orienter les efforts sur effectivement ce qu'on va dire est le plus rentable et sur lequel en fait il y a un avenir avec la nette rétention sur ces types de typologies de comptes. C'est de s'aligner et pas travailler en silo. Donc ça, c'est le grand sujet de toutes les boîtes, c'est de travailler en silo. Et typiquement, l'idée de mettre le marketing avec les sales ensemble, je vais en parler cet après, mais moi j'ai mis tous les sales dans la même salle, mais par contre le marketing sont effectivement dans une salle différente. Donc c'est con. Mais effectivement mais c'est voilà, de pas travailler en silo, d'aligner les objectifs à la fois sur la partie inbound, outbound, comment le marketing peut aider à diminuer le time to close. C'est aussi des sujets en fait, à partir du moment où il y a certaines phases. Vous faites la démo et après le post-démo, le démo follow-up, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le marketing peut faire? Et là, il y a besoin effectivement de trouver des consensus et d'adapter un peu la roadmap de temps en temps là-dessus. Moi, ayant travaillé dans pas mal de startups et scale-up, on est toujours pressé par le temps parce qu'on a sa levée de fonds, on a besoin de prouver des choses rapidement, mais juste passer un petit peu plus de temps pour bien comprendre et être sûr qu'on comprend bien pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses, pourquoi on va faire de l'outbound. François en parlait, est-ce qu'on a bien calculé le coût, etc. Est-ce qu'on comprend pourquoi on fait de l'inbound? Moi, j'ai très souvent des startups qui viennent me voir en disant j'implémente une stratégie d'inbound et j'ai pas de résultat, ça fait 2 semaines. Oui, c'est normal. Ça met entre 4 et 6 mois pour avoir les premiers résultats. Et aussi, est-ce que tu es la bonne typologie de client dans la bonne industrie pour faire de l'inbound? Donc bien réfléchir, juste passer un petit peu plus de temps à comprendre pourquoi on fait certaines choses. Et puis la chose à pas faire, je dirais, c'est vraiment travailler dans son coin, que l'équipe marketing pense qu'elle a ses objectifs et que l'équipe sales pense qu'elle a ses objectifs et qu'ils sont pas tous les deux liés. C'est lié. Si on parle de façon théorique, oui, c'est le succès de votre boîte, mais si l'équipe marketing n'arrive pas à supporter l'équipe sales, tôt ou tard, ça va créer de la friction et ça va générer encore plus de friction qu'il y a souvent entre la petite guéguerre dont on parlait. Donc, être sûr que les équipes sales et marketing travaillent ensemble, ça peut être comme Penny Lane travailler à 2 mètres l'un de l'autre, ou ça peut être sûr qu'on soit aligné sur les objectifs et qu'on a une visibilité sur ce que l'un et l'autre fait. Moi, j'aurais voulu parler d'un autre sujet, mais qui est en rapport avec ça, mais sur les typologies plutôt entreprises seed série A, qui est le product market fit. Et comment est-ce qu'on inscrit une stratégie d'acquisition avant product market fit et après product market fit, et qui est toujours un point important sur cette typologie d'entreprise. Avant déjà la première chose, c'est que je suis persuadé que le product market fit, c'est quelque chose de évident, surtout pour un founder. Ça se ressent dans le call, ça se ressent quand vous pitchez des gens. J'ai une petite histoire que j'aime bien raconter pour exprimer ça. C'est donc je bossais chez Agicap avant et donc je rejoins Agicap, il y avait 20 personnes. Et donc le premier jour, je prends le téléphone et j'appelle 10 comptables d'entreprise, enfin ou DAF, et je leur demande s'ils ont des problèmes de trésorerie. Et sur les 10, il y en a 7 qui me disent oui. Et là, j'ai compris qu'on traitait un sujet qui avait beaucoup d'importance. Chez Penny Lane, je suis arrivé, il y avait 500 personnes. C'était un peu plus évident qu'on traitait un sujet qui avait de l'importance et qui avait un product market fit. Mais quand on rejoint une boîte de 20 personnes qui vient de faire sa série A et voilà, moi, ça m'a juste sauté aux yeux. Puis après, tous les chiffres derrière ont corroboré ça. Et donc, du coup, avant le product market fit, pour moi, la question, c'est itérer sur le message, itérer sur votre cible, itérer sur votre ICP dont on parlait, mais juste changer jusqu'au moment où vous sentez qu'il y a quelque chose. Et c'est hyper compliqué à décrire. C'est pour ça que je pense que c'est le rôle des founders, surtout, d'aller chercher cet ICP, parce que c'est les personnes qui ressentent ça le plus. Et puis, une fois que vous l'avez trouvé, en fait, la grande majorité des entreprises qui scale jusqu'à des séries A, série B, le font via un canal d'acquisition qui leur apporte plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Donc n'allez pas essayer de diversifier tout de suite vos canaux. Trouvez un canal qui marche, avec des économies qui marchent, et puis investissez massivement dans ce canal jusqu'au moment où vous arrivez au plafond de verre. Et là, de toute façon, encore une fois, vous allez le sentir. Vous allez voir des chiffres qui vont commencer à un peu à plafonner. Et là, c'est en général une nouvelle feature, des nouveaux canaux d'acquisition, un nouveau marché que vous allez pouvoir adresser. Mais voilà, si juste je reprends un peu sur l'histoire de pas mal des boîtes que j'ai pu voir et dans lesquelles j'ai pu être entre le seed et la série B, ouais, c'est vraiment des histoires assez classiques. Itérer, trouver son product market fit, investir sur qu'est-ce qui marche, et puis après, on arrive normalement à une taille de boîte où on peut commencer à diversifier et adresser d'autres marchés. Effectivement, merci de l'avoir rappelé. Non, tu parles d'itération, c'est super intéressant. Même les grosses boîtes qu'on scalait, je prends par exemple HubSpot par exemple, tu parlais d'ICP, quand on compare les ICP qu'on avait il y a 10 ans à maintenant,
on itère. Alors, bien évidemment, on n'est pas en mode pivot, on fait pas des grands coups de barre à 180 degrés tout le temps, mais c'est des petits changements de quelques degrés. Si je compare les ICP d'HubSpot d'il y a 10 ans, ils sont bien différents que ceux de maintenant parce qu'on itère et parce que le monde change, nos acheteurs changent, etc. Donc c'est pas je travaille sur un ICP, je l'imprime, je le mets dans un classeur et j'en oublie. C'est quelque chose qu'il faut retravailler tous les 6 mois, 1 an minimum parce que le monde change, les choses changent et donc bien sûr, super important d'itérer qu'on ait une plus petite structure, mais même les grosses structures, on doit itérer tout le temps. Ouais. J'ai juste un dernier point, mais on a parlé, je suis complètement d'accord bien évidemment, mais il y a un sujet qu'on a parlé, c'est le scoring, le tiering, et en fait je pense que c'est vraiment nous, si on avait pu le faire avant, on aurait gagné du temps et de l'argent. Donc c'est vraiment un truc hyper important parce que des leads non qualifiés ou mal qualifiés, et en fait que les comptes exécutifs gardent dans leur pipe, c'est quelque chose en fait qui pourrit et en fait sur lequel on n'arrive pas à faire les OKR. Donc un truc très simple à mettre en place, en dehors de tout ce qu'on a pu dire, c'est vraiment tout ce qui est scoring inbound, outbound et les différents tierings, on pourra en parler avec les automatisations. Mais c'est un truc qui va vous faire gagner du temps et de l'argent. C'est très simple à mettre en place. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? On va prendre 3 questions. Pas plus, malheureusement, on n'aura pas beaucoup plus de temps. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Faustine Bernard Pellico. J'ai une question sur la partie outbound et l'organisation de l'outbound. Vous avez beaucoup parlé des SDR. À quel moment du développement d'une entreprise vous conseillez de mettre en place une équipe de SDR versus demander à des account exécutifs de gérer cette partie outbound? Et quel doit être le support du marketing dans l'organisation de l'outbound? Je vais donner une première réponse. À titre personnel, je crois pas dans le modèle des full cycle. Ce qu'on appelle la full cycle, donc c'est génération de leads et closing des leads. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a une variabilité entre le moment où on remplit un pipeline, on va closer notre pipeline et en fait, on se retrouve avec plus rien. Donc, moi, ma recommandation, c'est de mettre ça en place le plus tôt possible. Et le deuxième aspect, je pense que les sales et les BDR sont faits pour vendre et générer du pipeline. Donc, tout le reste doit être géré par le marketing ou la growth, mais ça nécessite du coup un alignement très très fort. Surtout ce qu'on disait, mais préparer les listes, identifier les bons contacts, avoir les bons outils, les bonnes campagnes, et ça se fait aussi avec les sales managers énormément. Et moi pour compléter, donc effectivement pareil, je crois pas en l'AEF à ce que ça propre lead gen. Par contre, s'il y a un truc que j'aurais pu faire différemment, c'est que que les accounts exécutifs génèrent à peu près 30% de leur pipe. Pourquoi? Parce que ça évite, moi j'ai beaucoup de sujets de je critique les SDR qui m'amènent du coup des mauvaises démos, je les disqualifie pas. Et à un moment donné, c'est aussi dans un travail de coordination et pas juste de j'ai un assistant qui me ramène des leads. C'est en fait d'aller comprendre comment ça se passe, de faire du call. C'est aussi pour le coup des soft skills et qui sont hyper importants à prendre en considération. Mais typiquement, moi j'essaie de faire le switch, et on l'impose, mais c'est compliqué, notamment sur des profils qui sont un peu plus seniors dans la boîte, c'est qu'ils se ramènent 30% de leur lead. Donc DSDR, je suis complètement d'accord avec toi François, c'est indispensable, c'est un métier compliqué, mais c'est un métier à part entière. Néanmoins, effectivement, les accounts exécutifs, si ils ne génèrent pas leur lead ou ils sont pas dans une démarche aussi de prospecter, ça devient un peu des enfants capricieux entre guillemets, mais l'idée c'est sache que c'est un peu le terrain là-dessus. Ramène-toi 30% des leads. J'attends du coup de voir, mais je suis persuadé que dans les taux de conversion, si c'est de la lead gen intelligente, parce que la compte exécutive d'aller chercher les compétiteurs des boîtes qu'il a pu convaincre, sur lesquelles il a mis 6 mois à les convaincre, il y a aussi pour moi de la lead gen intelligente dedans, qui va se ressortir dans le taux de conversion, qui est censé du coup, de mon point de vue, être meilleur, mais j'attends de voir les résultats. Et l'idée, c'est d'avoir la complémentarité SDR à eux, on fait des war rooms de lead gen. Donc les SDR pour moi c'est indispensable, inbound, outbound. C'est un travail assez complexe et ingrat. Donc pour le coup, il y a besoin de bons team leads, de formation, d'ambiance, parce que sinon en fait c'est affreux de se prendre 50 portes dans la journée à faire des calls. Et par contre effectivement que les accounts exécutifs se génèrent à peu près 30% de leur pipe. Comme Camille disait, il faut absolument que tout le monde le fasse. J'avais juste un petit truc là-dessus, j'ai l'habitude de dire que lead gen is everyone's problem. Donc c'est même le CS qui a des gens qui partent dans une autre boîte qui utilisent votre outil, eux ils doivent flaguer ça au sales pour générer du lead et ainsi de suite. Donc tout le monde dès qu'ils peuvent doivent pouvoir initier un deal et ça je pense que c'est une culture d'entreprise très forte aussi. Une dernière question du coup. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'est super intéressant. Je voulais juste revenir sur un point, quand on veut embaucher les premiers commerciaux avec le mindset entrepreneur dont tu parlais tout à l'heure, et que t'as pas encore fait ta série A, et que du coup tu peux pas attirer les meilleurs financièrement parlant,
Disons, la première question, c'est comment tu fais pour qu'ils viennent quand même, à part leur filer 10% de la boîte tout de suite. Et ensuite, l'autre question, c'est est-ce que finalement, il vaut mieux ne même pas aller chercher tes 5 premiers commerciaux tant que t'as pas le super ICP de fou qui commence à tirer. Parce qu'en gros, moi, je me dis, est-ce que c'est les 5 premiers commerciaux qui vont t'aider à trouver l'ICP ou tu le trouves d'abord et après tu vas les chercher et du coup, eux, ils s'embarquent avec toi, quoi. Déjà, à mes yeux, tu dois être le premier sales et tu Oui, dois bien sûr, signer tes premiers deals et voilà. Et après, sur les profils, moi, j'ai toujours favorisé des gens qui avaient faim et qui avaient envie de réussir. Et il y a plein de gens qui sont jeunes, qui sortent d'école, qui sortent pas forcément des meilleures écoles et qui terminent par être des top perfs. Donc je pense que c'est pas une raison. On peut toujours trouver des bons profils et c'est un fit, c'est comprendre le fit avec la boîte, le fit avec avec ton ICP. Mais je pense qu'il faudrait jamais se dire que c'est les personnes que tu vas recruter qui vont te permettre de trouver ton ICP, de faire ce genre de choses. Le boulot d'entrepreneur, c'est peut-être le boulot le plus ingrat qui existe, même plus que SDR. Vous devez tout faire. Non mais c'est horrible, mais vous devez tout initier et vous gérez tous les problèmes des autres. Ouais, c'est ce que. Ouais. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? La dernière, mais en 2 minutes top chrono, parce que sinon, on va prendre trop de retard. Pardon, Emery Chomo, je suis le CFO de Ringover et je voudrais revenir sur un point qui me dérange un peu. Donc je suis désolé, je vais être un peu, mais je voudrais vous faire réagir sur ça. Dans le discours, d'ailleurs, François, tu l'as opposé inbound, outbound, et je me suis complètement sorti de ça en disant je suis désolé, mais en fait, en 2024, avoir des commerciaux qui font des appels à froid, je trouve ça aberrant. Et donc en fait, le marketing pour moi, si on le considère d'un point de vue global, pas SEO, SEA et tout, doit non seulement générer des actions qui vont en fait faire en sorte que des prospects vont frapper à la porte, mais qu'effectivement ça. Donc du coup, je voudrais revenir sur ce point et à la limite vous entendre parce que moi ça me choque. En tout cas, j'ai cassé ça. Le marketing, c'est pas juste des clients qui viennent frapper en fait. C'est aussi aider l'outbound. Or vous l'avez opposé et dans votre discours, je trouve tous les trois d'ailleurs, vous l'avez quand même très rapidement segmenté là où je me dis mais non, en 2024 c'est fini. Donc j'aimerais bien vous re-entendre sur le sujet parce que ça me surprend. D'où un peu le all-bound. Ouais, si je parle ouais, mais c'est pas que le meilleur des deux. Enfin, la définition a été rapide. C'est pour ça que je me permettais de revenir sur le sujet. Ouais, je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, donc ravi d'échanger d'heures. Oui, le outbound, ça va être, je vais faire des actions qui vont être inbound et outbound parce que il y a certaines typologies de clients où l'outbound va peut-être être plus efficace parce que je suis une startup, une scale-up. J'ai pas forcément le temps de mettre de l'inbound en place maintenant parce que j'ai besoin d'avoir des résultats immédiats. J'ai besoin de signer mes premiers clients parce que j'ai une levée de fonds dans 6 mois. Donc pour certaines typologies d'industrie, pour certains types de clients pour certains types de boîtes selon leur taille, etc. Dire je vais que faire de l'inbound, c'est pas réaliste. Et voilà, je travaille chez HubSpot, donc alors qu'on preach le inbound, mais c'est pas quelque chose pour des startups scale-up qui vont marcher tout le temps parce qu'elles n'ont pas le temps. Et il y a certains, elles ont simplement pas le temps. Donc c'est pour ça que je dis aussi que l'outbound c'est important et qu'il faut avoir toutes les cordes à son arc et que même HubSpot fait un peu d'outbound aussi. Et moi, pour compléter, mais je suis assez d'accord. Néanmoins, le switch est compliqué. L'idée, c'est effectivement déjà, nous, les SDR outbound, c'est pas je fais mes propres listings et du coup, je verrai bien, Inch'Allah, je retrouverai un truc bien. C'est pour le coup, il y a une équipe de sales ops qui est en fonction de différents tiering, d'items et plein d'autres choses, mais qui est en lien avec à la fois la partie growth, la partie inbound, la partie marketing, de comprendre ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et du coup, c'est de fournir des listings. Et là-dessus, effectivement, il y a aussi un travail d'éducation. Du coup, des leads. Et ça, c'est un travail compliqué. C'est un travail, du coup, où c'est en coordination avec le marketing inbound. Et nous, les SDR outbound ne font pas leur propre cadence, leur propre campagne, choisissent exactement ce qu'ils veulent. C'est qu'on leur fournisse des listings sur lesquels on sait exactement pourquoi on les fournit et ce qui a marché côté inbound et du coup, ce qu'on peut répliquer côté outbound. C'est le lien, mais du coup, c'est assez complexe. Mais ça, pour le coup, c'est vrai parce que c'est quelque chose qu'on prend conscience depuis 6-9 mois c'était trop segmenté et donc c'est des silos. Comment on fait du coup pour réunir ça? Et du coup, on a un sales ops qui est focus sur les SDR pour faire le lien entre inbound et outbound. Et aussi pour ajouter sur ce que tu disais en Europe avec RGPD, je peux pas prendre les pages blanches et appeler tout le monde.
on va appeler des gens qui ont montré un certain intérêt, mais pour essayer de les réchauffer ou accélérer le réchauffement, je peux pas envoyer des emails à qui je veux. Si je respecte le RGPD, il faut que les gens m'aient donné leur accord, etc. Donc, c'est un peu ce que tu disais, Pierre, c'est quand même quelque chose d'assez targeté, des gens qui ont montré des petits intérêts, mais on essaye d'accélérer le cycle de vente en étant un petit peu plus proactif. Encore une fois, ça va marcher mieux pour différents types de boîtes, industries et phases aussi.